Bonjour Benjamin. Bonjour Serge. Merci à toi d'être présent sur la chaîne. Ça me fait plaisir d'avoir une interview depuis, du coup, depuis l'année dernière où on s'est parlé. On va commencer par une question très simple. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te découvriraient? Ouais, carrément. Bah, écoutez, je m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans, je suis investisseur IMO depuis 5 ans maintenant. Avant, j'avais plutôt un parcours, je dirais, classique, sans être classique, parce que voilà, j'ai un BTS, voilà, je me suis arrêté après le BTS, après je suis parti à l'étranger 3 ans, Angleterre, Canada, je suis revenu en France, j'ai travaillé pour une grosse boîte dans l'aéronautique que tout le monde connaît. Et après, j'ai travaillé 2 ans dans tout ce qui est emballage, mais pour la défense, donc l'armement. Et après, j'ai travaillé 4 ans dans les matières premières. Et c'est pendant ces quatre années en fait où j'ai commencé à investir dans l'immobilier et après à enchaîner les investissements pour après quitter mon taf fin 2019 pour me lancer complètement dans l'immobilier en 2020. Donc à travers un statut d'agent immobilier dans un grand groupe aussi et à travers mes investissements. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce qui t'a décidé à investir dans l'immobilier? Bah, ça me fait penser au film et à la phrase d'Astérix et Cléopâtre sur tout est une rencontre. Voilà, c'est mon père en fait qui m'a présenté un marchand de biens sur la commune dans laquelle je suis né. En fait, il m'a convaincu, il m'a dit Benjamin, tu gagnes bien ta vie. En effet, je gagnais bien ma vie quand je travaillais dans les matières premières. Il m'a dit Benjamin, ce serait peut-être intéressant en fait que tu puisses en tout cas, investir dans l'immobilier. Je vais te présenter quelqu'un qui aide pas mal de personnes dans l'entourage de mon père à investir dans l'immobilier. Je l'ai rencontré, j'étais pas du tout convaincu avant de le rencontrer que voilà, je voulais investir dans l'immobilier parce que j'avais pas envie d'avoir des dettes sur 20 ans, 25 ans. Je comprenais pas trop ce marché-là, ça c'était en 2017. Et du coup, bah, ça a été une super rencontre parce que c'est devenu mon mentor. Et du coup, j'ai investi sur 2 premiers appartements, en tout cas en 2018. C'était un test avec lui. C'était à la base plutôt une stratégie de longue durée que j'avais en tête parce que je bossais pas mal, j'étais souvent en déplacement et j'avais pas voilà, envie de m'en occuper. Mais toujours pareil, la meilleure amie de ma mère, cette fois-ci, qui fait de la location Airbnb sur la même commune que moi, m'a dit, voilà, Benjamin, ce serait intéressant que tu te penches à investir, en tout cas sur les appartements que tu viens d'acheter, de les mettre en location courte durée. Et là, je me suis rapproché, pareil, de gens de ma famille, amis qui travaillent dans les hôtels, et puis bah, j'ai commencé à investir, en fait, dans l'immobilier. Mais après, avec cette stratégie-là, c'est ce qui m'a le plus plu. D'accord. Et du coup, donc, tu disais, donc, grâce à ce marchand de biens, du coup, tu as fait tes deux premiers investissements. Est-ce que tu peux nous parler du premier, du coup, appartement? Voilà, nous dire un peu qu'est-ce que c'était, le projet. Bah, j'ai acheté 2 appartements d'un coup. Ça a été 2 appartements en même temps. Du coup, c'était deux appartements qui faisaient 32 et 48 mètres carrés, intramuros d'une ville touristique. Et du coup, je les ai rénovés sans pouvoir tout toucher parce que du coup, il y avait quand même toutes les moulures au plafond que j'ai pas changé, cheminée, j'ai pas changé. Mais j'ai vraiment changé en fait la coque. Donc, on a remplacé tout le placo, on a refait toute la peinture, on a refait les cuisines et les salles de bain. Il y avait quand même un budget à peu près à l'époque, 40 000, 50 000 euros sur l'ensemble de l'appartement, parce qu'on a refait le sol aussi, puisque le sol, il était pas très propre et c'était un appartement qui était abandonné depuis un an ou 2 ans. Donc voilà, j'ai fait ça, je les ai meublés. Du coup, j'ai fait une première erreur, et ça, c'était à l'époque, c'était en 2018, c'est que j'ai fait un crédit conso sur l'ameublement parce que j'avais pas, mon budget en fait avait été trop, trop short et du coup, voilà, j'ai fait un crédit conso que je vais d'ailleurs bientôt finir de rembourser, il me semble, dans les crédits que j'ai en cours avec ma banque. Et, euh, et j'ai lancé, voilà, je pourrais même te dire la date exacte de mon lancement Airbnb. Ça devait être le 8 mai 2018. J'étais à Mhm. Malte et je faisais même les annonces avec ma belle-sœur parce que ma belle-sœur dirigeait un hôtel à Malte. Donc, du coup, elle m'a expliqué comment fonctionnait Booking, Airbnb et tout ça. Et le 8 mai, du coup, 2018, excuse-moi, j'ai mis l'annonce et je me suis réveillé le lendemain et
Enfin, c'était dans la nuit du 7 au 8 mai, donc du coup, j'ai mis l'annonce, je crois, le 8 mai à minuit 20, un truc comme ça. Et à 8 heures du matin, je me réveille, j'avais déjà des réservations pour le jour même, le jour d'après et le jour d'après. Sachant que les appartements n'étaient pas complètement finis. Donc D'accord. j'étais à 2000 km à peu près de chez moi. Et du coup, j'ai tout géré à distance, tout dans l'urgence. Mais ça l'a fait. Ok, très bien. Et juste, je reviens sur ce que tu as dit. Quand tu as fait du meublé, tu as pris un crédit conso. Donc là, on s'adresse un peu aux personnes qui débutent. Du coup, aujourd'hui, enfin, comment tu fais pour financer tes meubles? Voilà, comment tu as appris de cette erreur? Ça t'a enseigné du coup? Ouais, alors là, il n'y a pas grand. En fait, il y a une astuce que tout le monde utilise, mais tu vois, tu peux passer par des plateformes type Easy Immobilier, des choses comme ça, qui te font des factures sur de l'aménagement intérieur, Mhm. sans plus de détails. Soit tu passes par une archi d'intérieur et tu mets aménagement intérieur, tu fais une facture et tu débloques ta facture de cette façon-là. Si demain tu veux tout acheter avec tes propres factures, excuse-moi, dans un magasin d'ameublement, un canapé et tout ça, tu ne pourras pas le faire. En fait, il faut vraiment, ils financent pas les meubles normalement, donc il faut passer par le biais soit de sociétés type Easy Immobilier, qui est une boîte de clés en main sur de l'ameublement, sur de l'investissement locatif, ou soit tu passes par une archi d'intérieur qui va te faire une facture de 10-12 000 euros pour entre autres, acheter les meubles. Donc, ce n'est pas des fausses factures, hein, ce sont des vraies factures. Je ne conseille pas de faire des fausses factures. Ok, très bien. Bon, merci pour l'astuce. Et du coup, donc après, tu as dit que tu es parti sur du Airbnb. Je sais que la location courte durée, c'est une de tes stratégies. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et c'est quoi les avantages pour toi de la location courte durée? Bah, la location Airbnb, c'est de la location pour de courts séjours, donc un jour à 90 jours maximum, parce que la loi ne nous permet pas de louer normalement plus de 90 jours euh, sur de la location saisonnière. C'est comme ça, c'est un texte de loi. Donc du coup, c'est pour à qui c'est destiné. Donc c'est à destiné à soit une clientèle touristique, soit une clientèle particulière qui va venir en déplacement pour voir de la famille et tout ça, mais qui n'a pas un but de tourisme, ou soit une clientèle professionnelle, donc des ouvriers, des cadres qui sont en déplacement et qui vont devoir louer un appartement au lieu de louer un hôtel en fait. Euh, les avantages que j'y trouve, c'est que c'est beaucoup plus rentable que de la longue durée. On est sur 3 à 4 fois des loyers standards. Donc ça, c'est Mhm. des stats qu'on prouve par A plus B, hein, par rapport à tous les invests que j'ai ou que des clients ont ou que des copains ont. C'est à peu près 3 à 4 fois les loyers. Ça peut aller au-delà de 3 ou 4 fois. Ça dépend des prestations qu'on va mettre à l'intérieur. Mais globalement, c'est une bonne moyenne. Moi, l'avantage que j'y trouve, c'est bon, le rendement, le fait que tu n'aies pas de locataire à l'année, donc voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux dans ton appartement, tu peux bloquer un mois, tu peux mettre des gens de la famille, tu peux mettre des copains, voilà, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Autre point, c'est que l'appartement, il est à peu près nettoyé tous les 2 3 jours. Donc, moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé et il y a un appartement, j'ai l'impression qu'il est neuf depuis 5 ans parce qu'il n'y a pas de traces sur les murs. Tout est fait à l'éponge blanche après chaque départ du voyageur. Donc, il y a un super entretien et quand il y a un problème, entre autres, semaine dernière, il m'est arrivé un problème sur un appart. J'ai pu être réactif très rapidement et je pense que si demain j'avais eu ce problème-là sur un locataire en longue durée, et ben, je pense qu'il aurait peut-être attendu que le problème s'aggrave, tandis que là, vu que c'était une clientèle de passage qui était là vraiment pour passer un bon séjour, bah, du coup, ils ont dit, bah, là, il faut vite le réparer, et du coup, même pas 6 heures après, c'était réparé. Donc, c'est bien, donc du coup, ça te permet d'avoir, je dirais, un bon entretien de ton appartement. Euh, voilà, après, je dirais, c'est un peu les avantages, quoi. C'est rentabilité, c'est de faire ce que tu veux quand tu veux, et c'est l'entretien de l'appartement. Et puis après, moi, je le dis souvent, mais dans l'investissement immobilier, quand on fait de la location courte durée, on est plutôt entrepreneur plutôt qu'investisseur, puisqu'on est toujours à la recherche de la performance, on est toujours à la recherche d'offrir en tout cas une expérience à nos voyageurs. Donc, on cogite différemment, en fait. On n'est pas un locataire à l'année et puis on s'en occupe pas, quoi. Ok, très bien. Et du coup, tu disais que donc, que tes appartements étaient nettoyés du coup quotidiennement après, enfin en tout cas après chaque passage. Mais c'est toi qui nettoies tout ou tu délègues ou... Non, non.
Je l'ai fait les 6 premiers mois pendant que je travaillais dans les matières premières là, en 2018. Je l'ai fait pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, pour voir les délais, pour voir les contraintes que tu peux avoir en fonction des voyageurs, pour que au moment où tu as un prestataire ménage qui arrive sur le marché et qui veut gérer ton appart, bah, en fait, que tu puisses dire, bah, s'il a mis 2 heures, tu dis, bah non, c'est pas possible. Moi, j'ai mis trois quarts d'heure, voire 1h15, donc c'est pas possible que tu aies mis 2 heures. Donc voilà, je l'ai fait au départ, mais j'ai vite arrêté parce que du coup, bah, j'étais débordé. Mais non, non, c'est un prestataire qui gère ça. Et moi, tout est un peu dans la famille, dans la gestion de mes appartes. Euh, c'est un, Ma mère gère en fait une partie, parce qu'en fait, je pourrais automatiser dans cette ville, entre autres, l'entrée et sortie des voyageurs. Mhm. Mais mes voyageurs payent assez cher leur voyage. Je fais partie des appartements les plus chers sur la ville, dans la même superficie. Donc, je suis toujours attentif à l'expérience des voyageurs et du coup, c'est ma mère qui continue en fait à remettre les clés en main propre aux voyageurs et c'est ma mère qui continue à envoyer des messages aux prestataires ménage sur les entrées et sorties. Donc, je la gère en fait, c'est elle qui gère ça. Ok, très bien. Et du coup, toi qui as l'expérience de la location courte durée, est-ce que un débutant, donc quelqu'un qui n'a voilà, qui n'y connaît rien, qui se forme avec toi, et on va en parler après, mais voilà, qui débute, est-ce qu'il peut commencer par la location courte durée, selon toi? Ouais, moi j'ai commencé par de la location courte durée. J'ai que de la location courte durée. J'ai deux nouveaux projets cette année. En tout cas, c'est des projets qui vont prendre du temps parce que c'est de la construction. Et entre autres, il y en a un, c'est 100% encore location courte durée, mais dans une zone différente. Et il y en a un, ce sera plus ou moins un projet perso pour moi, mais qui sera loué aussi en location courte durée, donc qui est pensé pour de la location courte durée, au-delà de ce que je pourrais faire moi à titre perso dedans. Donc oui, oui, je pense que tout le monde peut se lancer là-dedans. Après, attention, marché qui est de plus en plus réglementé. On le voit bien, il y a des villes qui veulent absolument freiner, pas interdire, mais freiner ce type de location-là. Il y a la ville de La Rochelle, Val d'Europe, Saint-Malo, toutes les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, qui mettent quand même des grosses contraintes et qui freinent, voilà, qui freinent ce marché-là. Donc attention où on investit, attention au budget qu'on veut allouer aussi dans ce type d'appartement. Les voyageurs sont de plus en plus exigeants et du coup, ils recherchent toujours plus en termes d'expérience, en termes de prestations. Donc, des fois, il vaut mieux voilà, mettre un peu la main à la poche pour, voilà, je sais pas, mettre une balnéo, mettre un jacuzzi. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais le jacuzzi, j'y crois plus. Je crois plus en la balnéo maintenant, d'un point de vue hygiène et tout ça. Mais voilà, c'est aussi offrir une expérience aux voyageurs. Et pour offrir une expérience aux voyageurs, faut payer. Mais derrière, c'est ce qui nous différencie sur le marché. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des plus grosses rentabilités que les autres investisseurs présents sur ce marché. Ok, donc si je comprends bien, enfin, tu conseillerais de plutôt faire du, entre guillemets, du haut de gamme, enfin, d'équiper au maximum. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, exactement, ouais. Exactement. Ok, très bien. Alors, je sais que tu parles aussi de sous-location. Bon, je vais faire le candide, mais moi j'ai entendu dire que la sous-location c'était interdit. Euh, Comment ça se fait? Enfin, En fait, la sous-location de base, elle est interdite parce que certains locataires, en fait, sous-louaient leurs biens. Certains locataires sous-louaient leurs biens sur les plateformes type Airbnb ou même des fois sur le Bon Coin pendant leur absence. Ça, c'est interdit. Ça a toujours été interdit. C'est une loi, en fait, et en fonction du bail, quand tu es arrivé, si tu es arrivé après je vais pas dire de bêtises, mais j'ai plus la date exacte, mais j'ai l'année. mhm. Je crois que c'est le 31 mars 2014. Si tu es arrivé avant le 31 mars 2014, tu n'as pas besoin d'autorisation du propriétaire, sauf si c'est stipulé sur le bail. Euh, et si c'est après le 31 mars 2014, tu as besoin d'avoir une autorisation du propriétaire sur la sous-location de l'appartement. C'est une autorisation écrite et qui stipule j'autorise mon locataire à sous-louer mon appartement, tout simplement. Euh, donc ça,
En fait, c'est interdit si tu n'as pas l'autorisation. Si tu as l'autorisation, c'est complètement légal. C'est complètement légal en tant que locataire ou en tant que société si demain tu veux exploiter des biens en sous-loc et les mettre sur les plateformes Airbnb. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça marche? Ouais, alors moi j'ai fait les trois activités. J'ai de la location courte durée du coup à titre perso, j'ai fait de la sous-loc et j'ai une conciergerie, donc de la gestion d'appartement. Euh, la sous-location, c'est toujours rentable, mais il y a un mais quand même, hein, parce que du coup, il y a tout le monde qui s'est lancé dedans déjà en peu de temps, parce que étant donné que le marché s'est durci sur l'octroi des crédits, sur trouver des bons investissements avec de la rentabilité, il y a beaucoup de gens en fait qui taclaient un peu la location courte durée et la sous-location pendant des années et des années. Et bizarrement, depuis peu sur Instagram, on entend parler que de sous-location et que de location courte durée parce que c'est les deux seules stratégies qui et qui sont toujours assez rentables. Donc du coup, gérer la sous-loc, c'est toujours intéressant, mais il y a une grosse difficulté, c'est de trouver des appartements. En fait, après, quand vous sous-louez un bien et que vous l'exploitez en location courte durée, c'est toujours la même méthode, donc c'est toujours relativement simple. Maintenant, c'est de convaincre sur un marché où il y a une tension immobilière des propriétaires de sous-louer son bien. Ils vont comprendre que moi, Benjamin, je vais sous-louer ce bien-là en fait sur les plateformes Airbnb et que du coup, je vais potentiellement gagner de l'argent sur l'appartement. Donc là, c'est à double tranchant. Il y a des propriétaires qui n'aiment pas du tout le fait que du coup, tu puisses gagner de l'argent sur son appartement. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est comment tu peux convaincre un propriétaire de sous-louer son bien, étant donné qu'on est sur un marché qui est ultra tendu et que du coup, bah, il a juste à mettre une annonce et il a 30 ou 40 locataires en fait qui vont l'appeler directement. Donc, c'est de le convaincre que du coup, au lieu de lui payer 500 euros de loyer comme c'est stipulé sur son annonce, bah, tu vas plutôt lui louer 600 euros ou 550. Après, un calcul de rentabilité à faire avec toutes les charges, mais que du coup, en passant par toi, il va gagner plus d'argent. Donc ça, c'est un vrai argument. Le deuxième argument, c'est que l'appartement sera nettoyé tous les 2 3 jours, donc il sera toujours bien entretenu, parce que vu que c'est un fonds d'exploitation, en tout cas, c'est un compte d'exploitation pour nous, cet appartement-là, on va en prendre soin. Donc ça, c'est aussi un autre argument. Et troisième point, dans les arguments que nous, on donne aux propriétaires, c'est de se dire, on n'est pas, en fait, on va être sur une structure commerciale, donc une société, donc on va sous-louer le bien via une structure commerciale, et du coup, on n'est pas régi aux mêmes réglementations en cas d'impayé. Donc si moi, demain, Benjamin, ou en tout cas ma société, ne paye pas le propriétaire, il y a des procédures qui sont accélérées. Il n'est pas obligé d'attendre 1 an ou 2 ans comme un, je dirais, particulier. Il peut accélérer et il peut donner un préavis même à son locataire pendant le bail. Donc, c'est souvent des baux de 3 ans qu'on signe avec le propriétaire, ce qu'on appelle les bails dérogatoires. Et du coup, moi, j'ai le droit de sortir au bout d'1 mois, un mois de préavis, et lui, il peut sortir quand il veut avec 3 mois de préavis. Parce que le temps que si tu as des réservations sur 2 3 mois, vaut mieux que du coup, que tu puisses anticiper et ne pas annuler toutes les réservations. C'est pour ça qu'on a mis 1 mois pour le locataire et 3 mois pour le propriétaire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est ça la grosse difficulté. Et étant donné que je te prends l'exemple d'une ville, je te dis n'importe quoi, mais je vais te dire La Baule, par exemple, la ville côtière assez cotée, du coup, près de Nantes. Demain, trouver de la sous-loc là-bas, dans cette ville-là, c'est ultra tendu. Parce que déjà, c'est beaucoup de résidences secondaires. Donc, ça, c'est un fait. C'est des gens qui n'exploitent pas du tout leurs biens en location courte durée. C'est des gens qui viennent juste 2 3 semaines dans l'année. Donc, sous-louer dans des villes comme ça, où à partir du moment où ils mettent une annonce, il va y avoir 50, 60, 80 demandes des fois sur, voilà, si c'est au bon prix. Et bah, du coup, ça va être très compliqué de convaincre un propriétaire. Parce qu'il y a des propriétaires, surtout dans des villes où tu as payé 10 ou 12 000 euros du mètre carré, t'es pas à 500 euros près à l'année, quoi. Donc, du coup, ils préfèrent se dire, tu sais quoi, je mets tout en location longue durée, avec un jeune actif ou un étudiant, peu importe, et je m'emmerde pas là-dessus. Ok. Ok, mais en tout cas, c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est la sous-location, c'est vrai que ça paraît attractif, comme tu as dit, au vu de la conjoncture pour obtenir des crédits, etc. Et c'est vrai que le point bloquant, c'est vrai que c'est convaincre les propriétaires, effectivement.
Et là, tu nous as donné 3 points, donc merci du coup pour ça. Et justement, donc, je vois que tu as pas mal d'expérience dans tout ça et je sais aussi que tu accompagnes les personnes à faire comme toi, en fait, à se lancer dans la courte durée et la sous-location notamment. Est-ce que tu peux nous parler du coup des formations que tu proposes? Ouais, carrément, ouais. Bah, il y a plusieurs formations. Il y a de la formation en ligne et formation coaching one-to-one. Donc, du coup, en fait, il y a trois formations. Il y a une formation pour gérer la location courte durée, je dirais standard, sur un propriétaire qui a déjà un parc immobilier. Parce qu'en fait, moi, je fais pas de la recherche de biens dans mes formations. C'est plutôt destiné à des propriétaires qui font de la longue durée en nu ou en meublé et qui veulent à un moment donné changer de stratégie pour augmenter la renta. Donc ça, il y a une première formation qui est sur 17 heures. Donc là où on parle de toute la location courte durée, il y a une dizaine d'intervenants extérieurs, des serveurs connectés, channel manager, gestion des prix, comment vendre en basse saison via les réseaux sociaux, comment créer sa page Facebook, comment créer voilà, pas mal de choses, la fiscalité, la réglementation et tout ça. Il y a vraiment, vraiment, vraiment du contenu là-dessus. Je pense que j'ai une des formations les plus complètes sur de la formation en ligne. En tout cas, j'ai élargi le spectre de la location courte durée. J'ai fait appel vraiment à tous les partenaires avec qui je bosse depuis euh, 4-5 ans. Donc ça, c'est une formation sur 17 heures, formation en ligne qui est à 797 € pour donner son prix. Et après, en fait, il y a soit cette formule-là, soit une formule en du coup formation en ligne plus après en coaching one-to-one qui est à peu près sur 8 heures. Donc c'est de 4 fois 2 heures avec moi. Où là, en fait, on va vraiment appliquer la formation en ligne. Parce qu'en fait, le problème des gens qui ne suivent que la formation en ligne, souvent, ils ont leurs propres croyances et ils vont pas suivre à la lettre tout ce que je dis. Donc, du coup, dans le coaching one-to-one, avec moi, en plus de la formation en ligne, je suis sûr que les résultats vont être là. Je suis sûr parce que je vais appliquer mes méthodes. Et il y a un retour sur investissement qui se fait au bout d'un mois et demi à peu près, quoi. Parce qu'en fait, je pense à des participants de ma formation qui louaient à 30 ou 40 € la nuit. Seulement sur Airbnb, bah, en fait, en passant par moi, bah, du coup, je leur ai montré Booking, je leur ai dit, bah non, là, ta gestion des prix, elle n'est pas bonne, tu n'es pas censé être plein 3 mois à l'avance. Voilà, on a tout changé. Et moi, j'ai un de mes clients, entre autres, il pensait louer 1 000 € par mois son T2 sur Nantes et il le loue 2 300 € par mois. Donc, je pense que mon ROI, il a été bon là-dessus. Parce qu'il avait beaucoup de croyances et il ne pensait pas qu'on pouvait louer à ce prix-là. Et en fait, c'était les prix du marché, hein. On s'est calé par rapport aux hôtels et aux autres Airbnb. Donc ça, c'est la première formation. Et une formation sous location qui est à 997 € et qui est à, du coup, formation en ligne, qui reprend une partie de la location courte durée, plus toute la partie sous location, donc tout un module juridique, le bail dérogatoire, tout l'encadrement en fait de la sous-location. Donc ça a été euh, fait avec mon avocate, parce que du coup, c'est un module que j'ai écrit avec mon avocate. Donc celle-ci, elle a 997 € et elle a 2 000 € en coaching. Ça aussi, c'est une formation. Et après, la formation conciergerie, qui est au même prix que la location courte durée, parce qu'il y a juste il y a juste deux modules que j'ai ajoutés, et du coup, j'ai voulu la vendre au même prix, qui est à 797 et 1 500 € en coaching one-to-one, où là, en fait, c'est à mon sens le business le plus simple à monter. Si demain, si demain, tu as des pénibilités à avoir de l'investissement et tout ça, et que tu n'as pas spécialement de fonds nécessaires, parce que de la sous-location, s'il est nu, il faut que tu le meubles. S'il est meublé, il faut que tu ajustes certains meubles, certains points de décoration. Donc, si tu n'as pas les fonds nécessaires, la conciergerie, c'est quand même le business le plus simple. Ça demande une création d'entreprise, un site internet, mais tu es payé à tes résultats. Tandis que la sous-loc, tu t'engages à payer un loyer, mais sans pour autant être sûr d'avoir des résultats. Je te prends la période Covid. Les gens qui avaient pendant 3 4 mois 10 15 20 appartements en sous-location, et entre autres, ça arrivait à un copain à moi sur la Bretagne, ça a été ultra compliqué d'assumer autant de loyers parce qu'en fait, il m'a dit, j'ai bouffé ma rentabilité en 3 mois. Donc, tandis que la conciergerie, tu loues, tu as une commission, tu loues pas, tu n'as pas de commission.
Donc, moi, j'ai aidé un copain là, à ouvrir il y a septembre 2021 maintenant. Et maintenant, il a 20 ou 25 biens. Donc, c'est cool. Il a des baraques vue mer. Il a quand même il a quand même des bons produits. C'est à mon sens le plus simple si demain on veut se générer une automatisation, tout comme la sous-location. C'est ultra simple de mettre ça en place. D'accord. Juste, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est une conciergerie pour peut-être les personnes qui ne sauraient pas? Une conciergerie, c'est de la gestion de propriété. En fait, c'est demain, vous allez gérer la propriété de propriétaires. Donc, du coup, vous allez gérer une maison, vue mer, un appartement, quelqu'un qui va vous confier et qu'il est au courant que ça va être loué en location courte durée. Et vous prenez un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, en général, c'est 20%, entre 20 et 30% selon on va dire 25 pour être sûr. Et vous prenez 25% du chiffre d'affaires. En plus de ça, vous facturez frais de ménage et frais de linge en plus sur les plateformes. Et ça, vous pouvez faire appel à un prestataire. Donc, vous pouvez automatiser votre business tout en prenant 25% de commission sur le chiffre d'affaires. Exactement pareil que de la location courte durée, hein. C'est la même chose, sauf que c'est une structure qui va gérer l'ensemble des biens. Comme la sous-location, sauf que du coup, vous vous engagez pas à payer les loyers. D'accord. Très bien. Et alors, je sais, tu as encore une autre activité, c'est donc tu es directeur d'agence chez Rentimo. Est-ce que tu peux nous en parler de cette agence? Qu'est-ce que tu proposes du coup? Qu'est-ce que c'est? Ouais, bah c'est une agence qui a été créée en 2020, mais nous, on n'y était pas. On est venu, Vincent et moi-même, du coup, les deux autres associés d'Amaury. Du coup, nous, on a intégré l'agence en mars l'année dernière. On a ouvert notre première agence physique en septembre. Et on est une agence spécialisée dans l'investissement clé en main. C'est-à-dire on passe d'ailleurs à 22 personnes la semaine prochaine. En gros, il y a à peu près 17-18 personnes sur tout l'ouest de la France, Bretagne, Pays de la Loire, euh, qui sont mandatées par des investisseurs, donc, soit à travers des vidéos YouTube, soit parce qu'on a fait pas mal d'interviews, soit à travers nos profils Instagram, soit LinkedIn, et des gens qui recherchent de l'investissement locatif, soit parce que bah, du coup, ils ont du cash et qu'ils veulent mettre all-in sur un projet parce qu'ils veulent pas faire de crédit, soit parce qu'ils savent qu'ils gagnent bien leur vie et du coup, ils veulent mettre un crédit en place. Ouais, il y a pas mal de sujets et en fait, on traite un peu toutes les stratégies locatives, location longue durée, nue meublée, colocation, un peu de location courte durée. Vu que ça demande une vraie expertise, moi, je ne peux pas étudier tous les dossiers de chaque mandataire Mhm. qu'on a chez nous, donc on en fait un peu. Après, on travaille aussi pour des pros aussi, parce qu'on fait aussi on fait de la chasse pour des promoteurs, pour des marchands de biens. Donc voilà, une agence qui marche bien. On est content des résultats et de l'engouement. Voilà, on est 18 personnes. Donc si vous êtes à la recherche d'un investissement locatif sans me demander du 20% de rentabilité dans des villes patrimoniales, je pense on peut traiter ensemble, étant donné que là, on est quand même sur un marché assez complexe, taux d'intérêt est très élevé, marché qui baisse sans baisser fortement. Je pense que là, c'est aussi le bon moment pour acheter, parce que si demain vous achetez en négociant, parce que vous justifiez que les taux d'intérêt sont hauts et que de toute manière, il n'y aura pas d'autres personnes qui va se placer sur le bien, c'est plutôt bien parce que vous pouvez faire des bonnes affaires, étant donné que les taux, normalement, sont censés rebaisser en fin d'année. Euh, ce serait plutôt une bonne chose, ouais, d'investir maintenant. Je suis convaincu qu'il faut investir maintenant. Moi, je suis sur deux projets là en même temps, là. Mhm. Et du coup, donc, si je comprends bien, donc moi, par exemple, voilà, j'ai un bon profil, j'ai des revenus, etc. Je veux investir, mais je veux pas me prendre la tête. Vous allez faire la recherche, vous allez faire toutes les étapes, les travaux. Vous allez- Ouais, on fait du clé en main, c'est-à-dire qu'on a des partenaires travaux en fonction des régions, bah, des départements plutôt. On a plusieurs partenaires travaux avec qui on bosse. Et du coup, soit en fait, il y a très peu de travaux à prévoir, et dans ce cas-là, on fait appel à un artisan standard qu'on va le trouver par notre biais de notre réseau. Soit il y a tout à refaire, par exemple, c'est une division de maisons, 5 appartes et tout ça, où là, en fait, automatiquement, on fera appel à des contractants généraux qui ont toutes les garanties décennales. Et là, c'est les contractants généraux qui traiteront directement avec le client, mais nous, on est là pour vraiment proposer le package clé en main et éventuellement la gestion locative, parce que soit nous, on peut s'en occuper sur le marché nantais,
ou soit en fait, si c'est en dehors de Nantes, on a des partenaires avec qui on bosse aussi. Très bien. Bon, bah, de toute façon, pour ceux qui écoutent ou regardent, il y aura toutes les infos en description sur les coordonnées de Rantimo et puis les formations aussi de Benjamin. Benjamin, est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter? Je sais pas, quelque chose à nous dire en plus que tu n'aurais pas dit. Je pense que c'est là, il y a pas mal de gens en ce moment qui traînent à se dire si c'est le bon moment d'investir parce qu'on était sur le marché haut, marché bas, on ne sait pas trop. Je pense que le bon moment, c'est maintenant. Il faut le faire au moins une fois. Il faut apprendre. Moi, j'y vais tranquille dans l'investissement. Je suis pas un boulimique d'investissement. Je veux pas aller plus vite. Je veux pas me donner une charge mentale pour rien. Donc, c'est-à-dire que j'investis tous les ans, souvent en début d'année. Là, je suis sur deux projets qui sont plus gros que mes 4 dernières années d'investissement. Donc c'est plus gros, mais voilà, je suis plus serein parce que j'ai appris. J'ai appris et du coup, faut se lancer au moins une fois dans un studio, peu importe l'opportunité, ça dépend de vos moyens, mais faut se lancer, quoi. C'est dur, c'est le premier est dur. Moi, le premier, j'ai mal dormi. Bah, j'ai acheté 2 apparts d'un coup, moi, mais j'ai mal dormi, je me rappelle. J'étais un peu stressé. Mais je pense que si on se lance pas, en fait, on peut pas savoir bah, comment c'est et qu'est-ce qu'on va apprendre. Puis en se lançant une première fois, après, vous allez voir que vous allez vouloir enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Et l'argent, c'est pas trop le problème en ce moment. Je veux dire, si vous avez besoin d'argent, vous avez juste à faire appel à votre réseau ou aller à des apéros IMO, des séminaires, des choses comme ça. Vous trouverez des gens, soit des futurs associés, soit des partenaires financiers. Il n'y a pas de. La seule, je dirais, contrainte à l'heure actuelle, c'est de se lancer. Pour les nouveaux, en tout cas. Et pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, c'est de trouver bah, la pépite à chaque fois, quoi. Parce qu'on a eu l'habitude en 2018-2019 de trouver des super invests. Et là, on sait qu'en 2023, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais ça se trouve. Très bien. Bah, en tout cas, merci. Ce sera le mot de la fin. Donc, si vous ne vous êtes pas encore lancé, moi, je vous invite à aller voir Benjamin. De toute façon, il y aura tous ces réseaux en description et puis les coordonnées de Rentimo. Benjamin, merci beaucoup pour ton temps. Et bah, pour les autres, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Merci à toi, Serge. Salut. Salut.